Je commence en baillant. Donc, ouais, avant toute chose, je vous demande de m'excuser parce que je vous préviens, il est possible que je m'endorme durant la conférence parce que je descends de l'avion et il y avait deux gros bonhommes à côté de moi qui m'ont pas arrêté de ronfler. Donc, je comptais réviser la conférence et je comptais dormir un peu et ça n'a pas été le cas. Donc, si j'ai tendance à m'endormir, vous pouvez me lancer des petits objets pour me réveiller. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Sylvain Payen. Je suis actuellement en doctorat au Tag Lab à Concordia, à Montréal. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre de recherche pluridisciplinaire regroupant des étudiants et des chercheurs dans le domaine des Digital Humanities, en art et en design de jeu aussi, avec une grande diversité et une liberté d'approche. Mais bon, vous en doutez bien, je ne suis pas venu là, je n'ai pas traversé l'Atlantique pour vous faire la promotion de mon labo, enfin pas seulement en tout cas. Et en fait, je me souviens pourquoi je commençais comme ça. C'est parce que c'est cette ouverture qui m'a un peu motivé, qui a motivé le choix de ce labo dans mon PhD, quand j'ai entamé mes démarches il y a 4 ans. Et mon doctorat, en fait, porte sur l'induction d'émotions par le biais unique des mécaniques de jeu, et donc dans des contextes, disons, non narratifs, ou du moins où la narration n'entre pas en jeu dans la création des émotions. Et vous savez, en 2010, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, le mot émotion, c'était vraiment la chose à la mode. On parlait des émotions dans le jeu, de l'empathie tout le temps. Personne ne savait vraiment ce que ça signifiait, mais c'était vraiment la chose à la mode. Les jeux indie, les game designers de renom, les journalistes, si tant est qu'il existe des journalistes de jeux vidéo. Et donc, ouais, dans les années 2000, c'est vraiment ça cette hype qui m'a dirigé vers ce sujet de thèse. Mais depuis, la mode est un peu retombée. Et moi, je galère à réaliser des prototypes abstraits de situations de jeu. Donc, parfois en espace physique et parfois sur un ordinateur, dans le but de trouver quel type d'émotion se prête mieux à l'induction en jouant simplement sur les situations de jeu et les variables du personnage. Bref, ma thèse est en cours et donc c'est exactement pas de ça dont je vais vous parler parce que évidemment j'ai pas encore suffisamment de résultats. Mais en fait, il y a quelques semaines, je parlais avec un de mes superviseurs donc à propos de ma thèse pour réduire un peu le champ d'études parmi la diversité des émotions. Et je lui disais que les émotions interindividuelles étaient vraiment les choses les plus intéressantes à mon sens, mais qu'elles posaient le problème de créer des personnages non joueurs qui étaient relativement convaincants pour le joueur, ce qui développe évidemment la complexité informatique et qui ne m'arrange pas du tout. Et vous savez, créer une relation positive entre le joueur et les personnages, il faut que les actions du PNJ soient avant tout cohérentes et voire même qu'elles soient meilleures que celles que le joueur peut faire, sans pour autant être parfaites, parce que si elles sont parfaites, ça va aussi détruire le lien qui peut se créer entre le joueur et le personnage. Pour faire simple, une entité qui se coince dans les murs ou une entité qui tue tout le monde en quelques millisecondes, on n'a aucune chance de créer un quelconque lien d'amitié avec ce type de personnage. Mais bon, pour lui, pour mon superviseur, c'était vraiment un des domaines qu'il était important que je traite dans ma thèse. Et en fait, ça m'arrivait comme ça. Je m'en suis pas rendu compte et bam, au milieu de la conversation, il a balancé le mot empathie. Ça y est, j'étais foutu. Et en fait, depuis des années, on nous annonce l'arrivée de ce concept dans les jeux, l'empathie. Des psychiatres utilisent ICO
pour développer l'empathie chez des jeunes autistes. Dans le journée, on va vraiment créer un lien fort. Dans Walking Dead, le joueur peut faire des choix importants sur les personnages. La fameuse empathie. Ça revient toujours et surtout à la bouche des personnes qui ne savent pas très bien de quoi il s'agit. Pourtant, depuis 2013, déjà 2013, David Cage avait révélé au monde entier le fameux théorème d'induction de l'émotion, qui résolvait tous les problèmes dans ce domaine. D'ailleurs, ça résolvait aussi tous les problèmes de ma thèse, parce qu'on sait que c'est simplement les polygones qui vont créer l'émotion. Donc, en fait, maintenant, j'avais le temps, je pouvais me pencher un peu sur l'empathie. Mais pourquoi un tel engouement? En fait, à l'esprit des auteurs et designers de jeux, l'empathie est vue comme quelque chose qui nous pousse à l'altruisme. Alors, évidemment, l'empathie, c'est voir à travers le point de vue d'autrui, l'accepter et aussi juger le point de vue d'autrui aussi recevable que le sien. Énoncé comme ça, l'empathie est une faculté très simple à mettre en œuvre, mais si on l'énonce ou si on imagine par exemple que, je ne sais pas, vous venez de vous faire cambrioler et vous rencontrez votre meilleur ami qui vous avoue que lui aussi il cambriole certaines personnes de temps en temps parce qu'il a besoin d'argent, vous serez beaucoup moins enclin à vous mettre à sa place et à accepter son point de vue. Et donc, c'est là la principale problème de la création d'un lien empathique. Toujours est-il que le lien, dans tous les cas, n'est pas direct. Et ce n'est pas parce que l'empathie nous permet de voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre qu'on se préoccupe réellement de sa position ou de ses problèmes. En fait, on voit l'empathie comme un concept à 3 étages. Donc, le premier, celui qu'on imagine souvent, l'empathie directe, c'est-à-dire la capacité de se mettre simplement à la place de l'autre, ce qu'il imagine, quel est son point de vue. Donc ça, c'est l'aspect cognitif de l'empathie, et quelles sont aussi les émotions qu'il ressent face à cette situation, donc l'aspect émotionnel. On a ensuite un second étage qui est beaucoup plus réduit en termes de personnes avec qui on partage cette empathie, qui correspond à une empathie réciproque. J'accepte le point de vue de l'autre, mais j'accepte aussi que l'autre puisse se mettre à ma place. Et le troisième étage, la vraie empathie, entre guillemets, l'empathie extimisante, qui correspond au fait d'accepter quel est le point de vue de l'autre sur soi-même. Et peut-être d'accepter ce point de vue comme un point de vue aussi pertinent que le nôtre, voire plus pertinent que le nôtre, et en somme, accepter les conseils de son meilleur ami ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose qui s'offre, un lien qui s'offre. Non, c'est toujours bien. Où suis-je? Un lien qui s'offre que très rarement. Pour mettre fin tout de suite au mythe, on est très loin de ça dans le jeu vidéo. Une telle empathie nécessiterait d'abord que le jeu puisse analyser les caractéristiques de l'avatar, comment on l'a fait évoluer, mais aussi le comportement du jeu, comment on joue, est-ce qu'on va se combattre souvent, tout dépend du jeu, et aussi, et surtout, une analyse des émotions du joueur. Donc ça, en théorie, c'est pas non plus infaisable parce que avec la reconnaissance faciale, on serait capable de discerner un certain nombre d'émotions que, en tout cas, celles qui sont clairement discernables, un certain nombre d'émotions que ressent le joueur. Mais il faudrait aussi, et ça c'est quelque chose de beaucoup plus dur à accepter, que le joueur accepte la création d'un tel lien. On n'y est pas du tout parce que la confiance va se créer à partir du moment où on reconnaît autrui comme l'égal de soi-même. Et ce n'est pas du tout le cas avec les IA. Une IA qui fait n'importe quoi ou qui a un comportement pas du tout au niveau, on ne pourra jamais créer ce type de lien.
Le problème de ça, c'est que ça signifie que le joueur pardon, je me suis un peu perdu. Bon, passons à la suite. Je ne sais plus ce que je voulais dire par là. Bref, excusez-moi, c'est encore le manque de sommeil. À titre d'exemple, ce genre de lien a été légèrement créé dans Metal Gear Solid 1 avec la rencontre de Psychomantis, où il regarde les données dans notre carte mémoire et nous informe si on est prudent dans le jeu, à quel autre jeu on joue. Sauf que c'est pas du tout de l'empathie, mais on est déjà dans cette idée de essayer de regarder quelle est l'attitude du joueur. Mais c'est pas l'empathie parce qu'on n'a pas la création du lien qui doit être réciproque. Mais attention, surtout, il ne faut pas confondre ce que les designers font souvent, l'empathie avec la sympathie, la compassion ou même l'identification. Dans la sympathie, on partage non seulement les mêmes émotions, mais aussi les mêmes valeurs, objectifs et idéaux que l'autre. Dans l'empathie, on est vraiment, on garde sa position et on accepte de l'oublier. Donc c'est totalement différent. Et la compassion, elle, ça met l'accent sur la souffrance et je sais pas trop ce que je voulais dire par là. En tout cas, avec la compassion, on est vraiment dans la position de regarder les souffrances d'autrui, d'être triste pour lui, mais sans pouvoir agir dans ce sens-là, et sans aucun lien en fait. C'est simplement un regard. Et depuis que les psychologues parlent de l'empathie, en fait, la capacité d'éprouver ce lien a complètement diminué. D'abord avec l'ère industrielle, qui a transformé les modèles sociaux qui étaient basés sur la solidarité et la famille étendue, et qui sont devenus plus des rapports individualistes du développement de métropoles surpeuplées, et ayant poussé paradoxalement les hommes à l'isolement. Et ensuite, ces dernières années, avec la surexposition par les médias et réseaux sociaux, par exemple, d'images catastrophiques sur lesquelles un individu n'a aucune marge d'action. En fait, ces phénomènes nous ont poussés à réduire notre capacité empathique et la remplacer par un sentiment vraiment de compassion. Mais justement, ça tombe bien, parce que il semble que les designers de jeux, ce qu'ils appellent l'empathie, c'est beaucoup plus de l'ordre de la compassion. En fait, là, dans cette situation-là, j'ai dû effacer une phrase de trop, dans cette situation-là, dans Heavy Rain, on nous propose de se couper, de se trancher le doigt. On propose au joueur de torturer son avatar pour qu'il ressente un petit peu une sorte de douleur ou la peur que doit ressentir ce personnage. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une scène qui est mise en scène dans un jeu que la compassion fonctionne forcément. En fait, les designers de Heavy Rain ont eu beau mettre toutes les astuces du game designer en panne d'idées dans ce jeu, c'est-à-dire un compte à rebours, la manette qui vibre, une musique angoissante. C'est pas pour autant que la compassion pour ce pauvre personnage qui va se couper le doigt fonctionne forcément. On va y revenir juste après. Toujours est-il, dans un grand nombre de cas, l'empathie vidéoludique, en fait, la compassion, est vue plus, pas comme une compassion pour son personnage, mais comme un lien de second ordre. En fait, en oubliant presque que l'avatar et le joueur sont des entités différentes. Ce que les jeux cherchent à faire, c'est nous faire ressentir la compassion qu'a le personnage principal pour un troisième personnage qui n'est pas jouable en général. Et
ben, cette idée présuppose déjà une identification très forte avec l'avatar, comme si le joueur oubliait temporairement son existence physique et ses propres enjeux quand il est en train de jouer au jeu. Et le problème de ça, c'est que les concepteurs supposent qu'en incarnant un personnage dans un jeu, mais avec une dramaturgie posée dessus, on va automatiquement accepter ses valeurs, ses envies, ses besoins, ses objectifs. Ce n'est pas forcément le cas. Ouais. On va le voir juste un peu après. D'une manière générale, les scénarios de jeux vidéo, quand il y a un scénario, sont basés sur les mêmes modèles que les films hollywoodiens. Donc, on a beaucoup de modèles de dramaturgie. Ça, c'est c'est le modèle du monomythe de Campbell. Et on a aussi la courbe d'intensité dramatique. Enfin, c'est des modèles qui ne brillent pas en général pour leur originalité. Donc, si vous voulez faire des trucs relativement nouveaux, ne suivez pas ces modèles. Mais ce qui est intéressant, c'est que on voit la situation conflictuelle qui est déjà la base du jeu et que en fait ces modèles sont utilisés pour la création des jeux d'une manière générale. Et dans ces modèles, en général, ils sont accompagnés de tout un tas de types de personnages archétypaux. Et dans ce cas-là, le personnage sans défense que le héros va devoir protéger et qui est en quelque sorte le faire-valoir du héros, est un personnage récurrent d'un certain nombre de fictions, disons linéaires. En fait, dans les fictions linéaires, le personnage sans défense est un handicap pour le héros. Il va le gêner dans sa quête et l'empêcher un peu de résoudre le conflit. Mais ce n'est pas un problème parce que l'handicap subi au personnage est imposé au spectateur. Et donc, le spectateur n'a pas de choix, c'est justement ça qui va créer la situation dramatique. Le personnage doit faire quelque chose qui est peut-être relativement simple, mais il est accompagné de ce second personnage qui va rendre la tâche compliquée. Dans Heavy Rain, les enfants de Ethan, en fait, sont dans le jeu que pour mourir. Ils servent à rien d'autre. C'est une motivation purement dramatique. Et en fait, ils sont absolument absents du jeu en termes de motivation ludique. Il faut bien séparer les choses. Motivation dramatique, oui, ils vont mourir. Il y en a un qui meurt dès le début d'ailleurs. Mais donc il y a une motivation dramatique, mais la motivation ludique ne sont pas plus intéressants que la brosse à dents, par exemple. Et c'est bien là le problème, parce que c'est pas parce que la narration impose des relations dramatiques entre les personnages que le joueur est obligé de les accepter. Quel lien il y a dans Heavy Rain entre les enfants de Ethan et le joueur? Il n'y en a aucun. Ils sont juste là pour disparaître. Pardon. Dans The Last of Us, le lien dramatique a été un peu mieux pensé. Le joueur incarne donc Joël, un cinquantenaire ayant assisté à la mort de sa fille dans ses bras, et va rencontrer une jeune fille de 14 ans. Après, disons, une heure de Last of Us, pour ceux qui n'ont pas joué, c'est un genre de Uncharted un peu plus intéressant. Et en fait, l'idée astucieuse, c'est, en termes de dramaturgie toujours, c'est que le personnage de Ellie n'est pas le but du jeu, mais c'est le moyen de réussir la quête du jeu. En fait, assez rapidement, on se rend compte qu'elle est immunisée contre, oui, j'aurais peut-être dû vous dire ça, c'est dans un monde où il y a un grand virus qui dévaste toute la planète et par chance, elle est immunisée. Et donc, ouais, assez rapidement, on se rend compte qu'elle est immunisée et donc qu'elle peut être la solution à l'infection. D'une manière générale, un jeu, comme vous le savez, c'est un système en conflit dans lequel le joueur a un objectif bloqué par un obstacle et dans lequel les game designers donnent aux joueurs des éléments pour réussir ce challenge.
donc les moyens. Cette boucle se répète à des niveaux macro et à des niveaux micro tout le long du jeu. Et dans nos deux cas, nous avons donc un conflit dramatique dans lequel le jeu prend place, mais dans le cas de Heavy Rain, les personnages censés apporter la compassion et la peur aux joueurs, enfin la peur pour eux, sont les enjeux du conflit. En fait, l'objectif du jeu, c'est de sauver les enfants. Par contre, dans The Last of Us, on voit que Naughty Dog a certainement un peu plus réfléchi au problème en faisant de Ellie un objet ou une sorte de fonction humanisée. C'est le moyen de résoudre le conflit dramatique. En fait, on n'a pas besoin de sauver Ellie parce qu'on aime bien Ellie, on a besoin de sauver Ellie pour résoudre la situation dramatique qu'on a créée déjà depuis une heure. Et donc, le but du jeu, c'est plus de sauver Ellie. Sauver Ellie devient le moyen pour terminer pour réussir le but du jeu. Si le joueur accepte que son but est de trouver un moyen de combattre l'infection, eh ben, ce moyen, c'est Ellie. Donc, on a un attachement. Mais ce n'est pas forcément suffisant pour la création cette compassion. Faisons un petit aparté. Combien? 20 minutes déjà. Les émotions, quand on les voit dans une perspective darwinienne, ce qui est maintenant le cas en étude de psychologie des émotions, oui, je vais un autre aparté dans l'aparté. En général, je prends des sources plutôt en psychologie expérimentale et en neurobiologie, dans le sens où je préfère utiliser ça que les sciences plus sociales qui sont beaucoup plus utilisées dans le jeu, mais ça me semble beaucoup plus pertinent de raisonner sur ça. Enfin, bon, peu importe. Surtout dans mon domaine de recherche. En fait, les émotions doivent être vues comme une sorte d'héritage préhistorique ayant été conservé à travers les âges pour leur potentiel communicatif et leur favorisation à la tendance à l'action. Pour ce qui est de la communication, David Cage l'a bien compris, un grand nombre d'émotions sont universelles, sont même interespèces, et ça nous permet de comprendre l'état d'autrui simplement en le regardant par une communication non verbale et efficace. Cette compréhension prend tout son sens dans la tendance à l'action, parce que comprendre l'émotion d'autrui, c'est aussi comprendre quelles sont ses potentialités d'action par la suite. Et en ce sens, l'opposition qu'on a longtemps fait, qui existe encore dans la culture populaire, et entre les émotions et la raison n'est pas une opposition pertinente. Les émotions, comme les tendances à l'action, doivent être beaucoup plus vues comme une raison d'un niveau supérieur, comme un système permettant une réponse adaptée en situation exceptionnelle. La peur soudaine va nous faire fuir le danger et inactiver temporairement la sensation de fatigue ou tout autre message physiologique qui pourrait ralentir notre fuite et ralentir notre sécurité, enfin, entraver notre sécurité. Le stress, bon, ça dépend de son niveau, mais par un système de compensation peut permettre à l'individu d'avoir une sorte d'hyperconcentration lui permettant d'agir avec une plus grande minutie. Donc vraiment, voir les émotions dans ce cadre-là. Et pour faire simple, on va passer vite, c'est le stimulus visuel, auditif, peu importe, qui est analysé par le cerveau et décrypté, ça dépend, parce que si c'est par exemple un mot, il faut d'abord que ce soit décrypté, et encodé en une idée qui va être traitée par le néocortex. Et ce qui est important, c'est qu'il va avoir une première réponse
dû à l'émotion, une sorte de réaction, puis ensuite un traitement cognitif qui va juger de la pertinence du stimuli et entraîner une réaction physiologique si le message était pertinent. Et donc, la réaction physiologique, c'est ce qui va faire que vous sentez l'émotion. Vous sentez l'émotion parce que vous commencez à transpirer, votre cœur bat fort, et c'est ce qui va vous donner la sensation de vivre cette émotion. Et ça va aussi induire un certain comportement. Et ce qu'on doit comprendre de ça, c'est que c'est pas juste l'image du danger qui fait qu'on va se sentir en danger. C'est le traitement cognitif qui va analyser la situation et dire, OK, cette image de danger ou ce son de danger, selon la situation dans laquelle tu es, est un vrai danger. Donc, il va falloir, on va te mettre en position d'émotion, je ne sais quelle émotion, pour répondre à cette situation. Et au vu de ces informations, en fait, on peut comprendre pourquoi, dans le cas de Heavy Rain, ça marche, ça peut ne pas marcher. Ce n'est pas parce qu'à l'écran, une chose est représentée graphiquement comme pouvant être assimilée à une émotion, par exemple la peur ou l'horreur de se couper un doigt, qu'elle le devient automatiquement en termes cognitifs. Pour faire simple, se trancher le doigt dans Heavy Rain est visuellement dérangeant, mais cognitivement, en termes de jugement de la situation de jeu, en termes de risque, c'est rien du tout. C'est juste une asset qui va être différent. Et le potentiel de réussite de jeu va pas être diminué en fonction de l'action, de la manière dont le joueur aura de se couper le doigt. Et donc, ça crée un certain détachement émotionnel de la part du joueur. Si par exemple, se couper le doigt avait provoqué un risque de mort et ça effaçait toute la sauvegarde, par exemple, ça formatait votre PlayStation 3, là, l'enjeu serait grand et donc la manière de se couper le doigt serait vue cognitivement, serait analysée cognitivement de manière beaucoup plus ressemblant à une certaine peur. Mais vu qu'il n'y a aucun impact sur le joueur reste donc peut rester assez détaché de cette situation censée être émotionnelle. Encore une fois, si le joueur se concentre avant tout sur la dramaturgie, il n'aura pas de problème, il va ressentir les choses. Mais il peut être dans une situation plus ou moins ambiguë. On va y venir juste après. Et dans The Last of Us, pour ce cas-là, c'est un peu mieux fait, mais toujours pas génial. Ellie va prendre de plus en plus de liberté et va devenir un élément actif du jeu. Et d'ailleurs, on sent déjà une certaine ambiguïté entre le personnage non-joueur qui veut jouer au jeu, le joueur qui aimerait bien être aidé par ce personnage non-joueur au début du jeu, et par contre, l'avatar qui incarne le joueur, qui refuse tout le temps à ce personnage d'être actif dans le jeu. Elle va commencer à être active en prenant la fuite, mais c'est assez amusant de voir ce détachement à l'inverse, entre le joueur et son avatar. Le joueur veut quelque chose pour le jeu, alors que son avatar lui refuse. Et donc, c'est plus ou moins bien réussi à partir du moment où elle devient autonome, parce que toujours les mêmes problèmes d'IA, ça vaut ce que ça vaut. Donc, et de la même façon, les avantages propres de Ellie ne sont pas forcément flagrants. En tout cas, moi, je ne les voyais pas d'une manière très flagrante. Et cette idée, je le prends à chaque fois, mais était assez bien, c'est pour ça que je le prends à chaque fois d'ailleurs, assez bien développée dans Gravitation, Jason Howard, qui, selon moi, est plus intéressant au passage, qui est tout le temps présenté, car déjà, il a un côté plus easy fun, donc pour moi, ça m'intéresse plus, et surtout plus simple dans le sens plus compact, plus
plus centré sur l'idée principale. Donc c'est un jeu, on doit explorer, on doit jouer à la balle avec sa fille, et grâce à ça, on va pouvoir sauter de plus en plus haut et explorer le monde. Sauf qu'en explorant le monde, si on abandonne trop longtemps sa fille, en gros, elle va mourir. Et donc, là, en fait, le lien qui est censé être émotionnel est directement créé en termes ludiques. On a une relation ludique positive avec la fille parce que c'est grâce à elle que nos compétences vont augmenter et qu'on va pouvoir mieux performer. J'ai pas le mot en français. Mieux réaliser, merci. Mieux réaliser le challenge du jeu. J'utilise encore. Et donc là, on n'est pas dans. Évidemment, le jeu est beaucoup trop court pour qu'il y ait une vraie création d'émotion quand elle va disparaître. Mais, en tout cas, on n'a pas un énorme attachement avec ce personnage. Mais ce qui est important, c'est que le système ludique va dans le sens de la narration, la légère narration de ce jeu. On n'est pas en train de se dire « Ah, ce personnage m'énerve », mais en même temps, ce personnage, je l'aime bien parce que l'histoire me raconte que je dois bien l'aimer. Et c'est un des points les plus importants sur lesquels je veux appuyer, c'est que un grand nombre de jeux ne respectent pas cette logique parce que basés sur un modèle de dramaturgie et font de l'acolyte du personnage un personnage qui est handicapant. Et dans le jeu, ben, évidemment, oui, ça fonctionne dans les fonctions non interactives parce que ça devient des handicaps du héros dans la résolution de sa quête, mais dans le jeu, ça fonctionne beaucoup moins parce que narrativement, on ressent l'attachement au personnage. Ico, c'est le cas, mais ludiquement, on sent que c'est un handicap. Et donc, on est dans cette ambiguïté constante entre se dire, je suis attaché à ce personnage, j'ai envie de l'amener jusqu'au bout, mais qu'est-ce qui m'énerve à faire n'importe quoi et à pas arrêter de se faire choper par les espèces de fantômes. J'aimerais mieux qu'elle m'obéisse tout le temps ou qu'elle soit dirigée d'une bonne manière. Et on est dans cette ambiguïté qui n'est pas le sentiment voulu par la narration. Et ça peut être bien pire que le cas d'Ico. Ico est encore très bien réalisé, sauf que vu qu'il est tout le temps encensé, ça m'embête qu'on ne voit pas ce côté-là, qui est que c'est quand même très pénible de coltiner ce personnage. Et donc, c'est un des points qui est très important, je trouve, dans le jeu, c'est que ça a la capacité de nous faire ressentir à la fois l'attachement, une sympathie, mais à la fois une certaine rancœur, parce qu'on se dit, bah, si elle n'était pas là, j'aurais fini le jeu depuis bien longtemps. Et ce phénomène, en fait, se crée parce que le joueur et son avatar ne sont pas les mêmes et ne vivent pas la situation de la même façon. Dans Ico, le joueur, le but de Ico est de protéger Yorda. Le but du joueur est de finir le jeu, c'est-à-dire terminer le château, c'est-à-dire faire en sorte que Yorda ne fasse pas n'importe quoi. Donc ouais, ça nous arrive tout le temps d'être dans une situation où on est attaché à un personnage, mais on passe son temps à pester contre lui. Et ben justement, ça crée une forte distanciation entre le joueur et son avatar, comme si le joueur, pendant un moment, se mettait au-dessus de la scène et regarde en connaissant le comportement qu'on attend de lui, c'est-à-dire je dois être bien, je dois protéger ce personnage, mais en même temps connaissant sa volonté vis-à-vis du jeu. Je serai mieux sans elle, je terminerai le jeu plus facilement. Et on a des exemples, je ne vais pas en parler là, mais des exemples bien pires où des personnages où on est censé être triste pour leur disparition, et au final, le joueur est plutôt satisfait parce que c'était des vrais handicaps au jeu. Donc, dans Walking Dead, la stratégie a été d'enlever les impacts sur le gameplay
et de faire croire à des impacts de la stratégie, enfin des choix sur la dramaturgie, ce qui n'est pas vraiment le cas. Enfin, en tout cas, on va pas mettre le joueur dans une situation vraiment difficile. Les situations sont en général équivalentes. Et donc ça peut marcher, c'est une stratégie qui peut marcher, mais on n'est plus dans le système de jeu, en fait, on est dans la narration pure. C'est pour ça que ça marche, parce que c'est des modèles qui marchent aussi au cinéma et aussi dans la littérature. On n'a pas le système qui nous dit quelque chose en opposition avec ce que la dramaturgie nous propose. Et de toute façon, ce qui est important, j'aurais dû plus le détailler là, c'est que dans Walking Dead, les choix des joueurs ont tendance à nous montrer qu'ils répondent à une même tendance que je pourrais qualifier de raisonnable. Là, on ne le voit pas, mais oui, c'est petit. Et en fait, les choix qui sont donnés dans Walking Dead sont en général des faux choix, c'est-à-dire choisi de tuer A ou B, enfin de laisser mourir A ou B. Donc, autant jouer à pile ou face, ou des choix qui sont évidents et que moi je pense que le joueur va toujours dans le sens de choix justement raisonnable ou en tout cas pragmatique pour le système de jeu, mais raisonnable aussi en termes de dramaturgie. Pour condenser un peu, dans des fictions linéaires, on voit assez souvent des héros amoraux. On s'attache à des héros complètement amoraux qui font des actions même en opposition à leur propre sécurité. Ils vont tuer tel ou tel personnage, c'est des meurtriers, mais on sait qu'il essaye de se calmer. Mais non, il va quand même le faire. Dans le jeu, c'est pas le cas. Même si on dit souvent que les jeux poussent à des comportements violents, non, les jeux poussent à des comportements raisonnables en termes de système de jeu. Dans GTA, on va buter tout le monde, oui, mais on ne va jamais buter le personnage qui nous apporte les missions. On ne va jamais trahir le système de jeu. Faire un choix amoral dans un jeu n'est pas tuer le PNJ qui passe dans la rue. Ça, c'est rien, c'est tuer un sprite. Faire un choix amoral, c'est faire un choix qui va à l'opposition du jeu. C'est-à-dire, le jeu nous propose de se dérouler, si on va dans ce sens-là, je choisis de trahir ce jeu. Et ça, on n'a jamais ce type de comportement dans le jeu. On peut l'avoir un peu pour s'amuser, mais ensuite, le joueur suit la ligne que les game designers veulent qu'il suive. Et donc, ouais, c'est un point très important parce que on a vraiment, je pense, une tendance à un choix qui est plutôt stratégique en termes de système de jeu et plutôt, disons, pragmatique. Et un joueur qui prendra rarement des décisions à son encontre va toujours aller dans le sens je veux réussir ce jeu, comment je fais? Et alors là, je ne me souviens plus le lien logique, mais dans le même ordre d'idée, des méthodes fréquemment utilisées dans la dramaturgie pour créer telle ou telle émotion, c'est le concept d'ironie dramatique qui est en gros créer une tension dramatique en donnant plus d'informations au spectateur qu'au personnage. C'est-à-dire, il y a un monstre qui attend derrière la porte, le personnage se dirige vers cette porte, que va-t-il se passer? Donc, c'est une méthodologie qui est souvent utilisée donc, au cinéma et même dans le jeu, sauf que dans le jeu, ça ne peut pas fonctionner parce que on a deux potentielles situations. Soit le joueur, donc, il connaît le danger, donc il va l'esquiver, donc il n'y a plus du tout d'ironie dramatique. Soit le joueur est forcé d'agir dans le sens de la narration, enfin de la narration qu'ont voulu les auteurs du jeu, ce qui va créer encore une fois une certaine distanciation, je vais y arriver, entre le joueur et son avatar. Voilà le comportement que j'aimerais avoir, voilà le comportement que le jeu me demande d'avoir. Et donc, dans le cadre
essayer de ressentir de la compassion ou même des émotions plutôt de premier degré aux joueurs, c'est un gros problème parce qu'on ne va pas ressentir de la peur quand on connaît le danger, mais que le jeu nous force à aller dans ce danger. On va plutôt ressentir de la colère. Et à vrai dire, même pour une information positive, si le jeu nous informe qu'il y a quelque chose, on va avoir certaines colères d'être jugé comme incompétent, avoir besoin de nous montrer où est la solution pour pouvoir l'activer. Et ouais, une sensation d'être pris pour un idiot, d'être un peu trop dirigé par le jeu. Donc, pour résumer tout ça, ce qu'il en est des émotions dans le jeu. Le concept est assez simple, en fait. Ça nécessite seulement de respecter les impacts des événements émotifs en termes de valeur de jeu. C'est-à-dire, si un événement malheureux arrive dans le jeu, il doit avoir des conséquences importantes, négatives, en termes de gameplay. Si le joueur n'arrive pas à identifier ces conséquences, il ne peut pas ressentir l'émotion cognitivement. En tout cas, il ne peut pas ressentir l'émotion que ressent son personnage. Et si justement il n'y a pas cette corrélation, on va mettre le joueur dans une situation d'ambiguïté. On va en parler juste après. Je mettrai juste un bémol sur ce que j'ai dit sur les comportements pragmatiques, que le joueur choisit toujours ce qui est mieux pour le système de jeu, et donc le système de jeu est vu comme la chose importante par-dessus la dramaturgie au sens large. Pardon. Le joueur joue en fonction de son système de jeu, mais entre la théorie et la réalité, on a quand même une petite différence. J'ai une amie qui joue beaucoup au MMO, chose que je ne connais que très peu, et refuse tout le temps les tenues trop extravagantes. Et même si ces tenues lui offrent un avantage ludique indéniable, elle va gagner beaucoup plus de points de je ne sais quoi, mais elle refuse pour l'apparence de son avatar. Alors, est-ce que c'est les phénomènes sociaux qui impliquent ça du MMO? Je ne sais pas, mais ce serait intéressant de faire un peu une étude pour observer l'influence de la narration sur le comportement ludique du joueur. Ce n'est pas totalement cloisonné. Et en fait, je parlais donc de l'ambiguïté compassionnelle, souvent quand on essaye de générer telle ou telle émotion. Et c'est pas parce que quand on veut créer ces émotions, on doit à tout prix éviter ces formes que j'appelle de métanarration, qu'il faut à tout prix les éviter. À mon sens, elles sont même beaucoup plus intéressantes que simplement essayer de générer des émotions ou en tout cas reproduire des schémas, des fictions, disons, non interactives. Parce que elles prennent en compte le libre arbitre du joueur et elles créent des formes de discours qui écartent le joueur de son jeu. Et en fait, c'est un discours totalement propre à ce média. On ne peut pas faire ça, ou on le fait en tout cas différemment dans des fictions non interactives. Et moi, je trouve ça particulièrement intéressant de créer le phénomène à un moment du jeu, on pousse le joueur à sortir de son immersion ludique et on le met un peu dans une autre position, un peu au-dessus du jeu. Voilà, je suis le joueur qui veut ça et le jeu aimerait que je sois dans cette situation. Et donc, pour ce qui était la base, l'empathie, comme je vous l'ai dit, je ne sens pas que ce soit au final la direction que veulent les designers. En tout cas, on en est bien loin. Pour ça, il faudrait que les designers envisagent des PNJ beaucoup plus intéressants, qui ont des comportements beaucoup plus, j'allais dire intelligents, mais ça ne veut rien dire, beaucoup plus acceptés par le joueur comme quelque chose de bien dans la résolution du jeu. Et justement, c'est le deuxième point, il faudrait que le joueur accepte de créer ce lien avec le personnage
ce qui ne peut pas se faire automatiquement et on ne sait pas forcément comment ça se crée. Et un dernier point du problème, les jeux en général sont basés sur une hyper concentration, une hyperfocalisation qui est souvent appelée flow. Et en fait, je ne vais pas développer là-dessus, on pourra en parler, c'est justement la sortie de ce flow qui est plutôt une absence d'émotion, qui est quelque chose de, comme je vous l'ai dit, une hyperconcentration, mais qui fait qu'on agit un peu comme une machine. C'est la sortie de ce flow qui génère les émotions. Et le problème, c'est que créer une émotion en se basant sur le système de jeu rapporte, encore une fois, le joueur à lui-même et pousse le joueur à privilégier son point de vue, en termes ludiques. Et donc, le pousse à avoir une approche presque narcissique, ce qui est totalement opposé aux prérequis de la création de l'empathie, qui vise à oublier ses propres valeurs pour accepter celles de l'autre, et donc va à l'opposé de la volonté de création de l'empathie, si jamais c'était le but des designers. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop confus et que mon manque de sommeil ça a quand même permis de comprendre à peu près ce que je voulais dire. Voilà. Tu t'étais préparé à répondre à des questions, je suppose. Enfin, tu peux poser des questions. Oui, bien sûr. Enfin, je me suis préparé dans l'avion entre mes deux voisins qui ronflaient. J'ai une question sur par rapport à la forme du flow. Dans le flow, c'est un peu dans les réflexes, etc. On est un peu loin de nos émotions. Et c'est vraiment. Vous avez pu imaginer quelque chose hors la sortie de ce flow, justement, essayer de garder justement quand on crée une vidéo. Mais est-ce que vous avez imaginé des solutions pour que justement, dans le jeu vidéo, on puisse justement créer ces émotions, mais avoir quand même pouvoir avoir recours à ce flow qui est vraiment important quand même. Pour moi, c'est un problème purement théorique, ça, parce que la sortie de ce flow, c'est pas grave, on le rattrape juste après. C'est un shoot'em up est très très fort pour créer cette sensation de gros réflexe. Tu vas rien ressentir pendant que tu joues. Quand tu vas arrêter de jouer, tu vas ressentir ou un accomplissement si tu as réussi à terminer le jeu, ce qui est rare en général, ou une grosse déception parce que tu te seras pris une balle et que tu te diras ah j'aurais pu l'éviter à tout prix. Et dès que tu vas te relancer dans le truc, tu vas re-rentrer dans ce système jusqu'à épuisement, ce qui peut arriver assez rapidement pour un shoot'em up, et il n'y a pas le problème. Mais à mon sens, et vu comme est décrit le flow, c'est justement le flow est cette absence d'émotion qui nous ferait agir autrement ou nous poser des questions. Et là, on ne se pose pas des questions, on agit, on est purement dans la mécanique, jouer de manière mécanique. Mais de toute façon, il revient après, donc c'est pas un problème. Mais il revient. Ensuite, il faut se poser la question à quel point on frustre le joueur, à quel point on blesse le joueur pour lui faire ressentir telle ou telle chose. Maintenant, la lecture des émotions qui peut être pas mal avec une nouvelle technologie. Oui, ça c'est un autre point. Mais ouais, maintenant, blesser le joueur est quand même quelque chose qui se fait beaucoup moins. Dans le sens où, encore une fois, on blesse le joueur de manière visuelle, dramatique. Ok, t'es mort, on lui met en scène une très belle mort, sauf qu'il respawn 30 secondes avant. Donc au final, il n'y a aucun impact cognitif sur la douleur la frustration, la douleur que devrait provoquer cette mort. Plus le mot qui va bien. Et moi, sur ce que je disais en termes de reconnaissance des émotions, pour les émotions simples, enfin simples, ça ne veut rien dire. Les émotions qui sont décrites, qu'on peut lire sur le visage, les émotions de base, en fait, pour Mais cette théorie des émotions de base est un peu dépassée. Mais en tout cas, oui, les 6 émotions qu'on appelle émotions de base, on arrive à les reconnaître automatiquement. J'ai une question, c'était par rapport à David Cage, donc l'équation tout à l'heure avec laquelle je suis absolument pas d'accord, justement.
C'était ironique. Hein. Ouais, mais justement, cette implication du polygone, entre guillemets, alors que depuis, on n'a pas eu besoin d'attendre d'arriver au niveau technologique auquel on est aujourd'hui pour pouvoir ressortir des émotions, même si ça n'a pas toujours été les mêmes. On travaillait beaucoup plus difficilement sur des émotions directement faciales quand on était en 2D. Mais justement, cette implication des yeux, des sourcils de la bouche dans The Walking Dead permet une identification qui est beaucoup plus grande pour un certain nombre de joueurs comparé à l'identification, à l'empathie et la compassion par rapport à celle qu'on peut ressentir dans un Heavy Bien d'accord sur ce sujet, je pense. En fait, c'est compliqué. Déjà, il y a deux choses. En fait, David Cage, juste, confond ou confond pas, c'est peut-être juste un argument marketing, la reconnaissance des émotions, qui, elle, évidemment, est due à la qualité graphique des choses, mais ça peut être aussi dû à des choses juste humanisées en mettant en avant, comme dans Walking Dead, c'est pas réaliste, mais on met en avant certains points qui vont faire qu'on reconnaît l'émotion. Donc, ils confondent ça, la reconnaissance et le fait de ressentir. Donc ça va pas du tout. Je refuse de croire qu'ils le confondent vraiment. Enfin, j'espère. Et ensuite, est-ce que dans Walking Dead, ça marche mieux? Oui, par effet de compassion, parce qu'on s'attache forcément à des gens qu'on accompagne tout au long du jeu, et les voir ressentir quelque chose nous touche forcément, mais comme ça nous touche dans la série télévisée, en fait. Ça ne touche pas du tout en termes plus cognitifs, c'est-à-dire, est-ce que ça va me poser problème à moi, à part pour la beauté de l'histoire, si ce personnage disparaît. Que perdre une arme, casser une arme dans je ne sais quel RPG, va te rendre pas triste, mais va créer quelque chose parce que ça va nuire à tes possibilités de jeu. Oui. Je ne sais pas si. En fait, c'est une problématique que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont conscience, mais j'ai l'impression que le processus de création de jeux vidéo, en tout cas dans les grandes industries de nos jours, est tellement formaté, entre guillemets, que le monde dans lequel on évolue est décidé très tôt et les thèmes abordés, etc. Et qu'on parle souvent d'histoire, en tout cas au départ. Je pense que ça joue énormément sur cette tendance pour les jeux à ne pas réfléchir en termes de mécanique qui génèrent des émotions, et juste avec des personnages et des situations, en fait. Et juste, je pense que c'est juste dû à ça, et que peut-être que si on se dirigeait vers des modes de création plus orientés sur, tu parlais de mon figuratif au début, je pense que c'est un bon moyen de commencer pour voir si les situations elles-mêmes constituent des émotions. Je pense qu'on irait effectivement tout dans ce sens-là. Et je ne sais pas à quel niveau, quel est le problème chez les créateurs de ne pas pouvoir commencer justement par ces situations non figuratives. Moi, voilà. Déjà, la démarche d'essayer des situations non figuratives, c'est celle que j'ai. Donc ouais, moi, ça me parle. Maintenant, quel est le problème avec l'industrie? J'en sais rien. Je dirais, ils veulent vendre. C'est pas les mêmes équipes enfin, ce que j'en sais, en tout cas, c'est pas les mêmes équipes qui font le scénario et la recherche historique quand c'est des jeux un peu historiques, ou ceux qui bossent sur la cohérence de l'univers, pas les mêmes avec ceux qui bossent avec les game designers. Donc ça joue aussi, mais je sais pas ce qui les empêche d'aller dans ce sens. Mais quand on voit, par exemple, dans Last of Us, il y a quand même une démarche d'être un peu plus, de réfléchir au fait que si le but direct est de protéger le personnage, et que le personnage merde un peu, ça va énerver le joueur. Et il ne va pas être en accord avec le but du jeu qu'on lui propose. Ce qui est un gros problème. Et donc, ils ont décalé ça, ce qui est déjà un peu plus malin.
Tu disais que tu avais fait quelques prototypes pour tester un petit peu du coup, ces questions-là. Je voulais savoir si c'était possible d'en voir un ou deux. Pas là, parce qu'ils sont à Montréal. D'accord. Mais est-ce que tu pourrais du coup donner un exemple? Parce que je suis assez curieux, du coup, comme du coup, tu parles de ces questions-là, de savoir un peu quelles sont les possibles réponses que tu y apportes ou que tu envisages dessus. En fait, juste sur le slide du début, il y a un truc intéressant, mais qui n'est pas tout à fait relié à ta question, mais je vais quand même le dire parce que je fais ce que je veux. Et, mais rien que ce que tu as pu découvrir en termes de tes expérimentations, ou ce que tu as pu confirmer, parce que du coup, forcément, si tu veux savoir les conclusions En fait, un des points, pour l'instant, les panels de testeurs sont vraiment faibles pour. De toute façon, je suis dans une démarche, dans ma tête, je suis dans une démarche plus qualitative que quantitative. Enfin, ça dépend de quel point de vue on se place. Moi, j'essaie de regarder un peu tout le spectre pour voir s'il y a des tendances par là ou par là. Je n'ai pas le temps de faire des expérimentations vraiment dans des très bonnes conditions. Donc, je sais qu'il y a des biais dans mes expérimentations, je les accepte. Le but, c'est simplement de voir s'il y a une tendance. Je te mets, c'est le, juste s'il y a une tendance de créer telle ou telle chose pour aller dans telle ou telle direction. Et ensuite, faire des expériences beaucoup plus rigoureuses. Mais pour ça, il faut un peu plus d'argent. Donc, un des points, ça ne répond pas à ta question, mais j'y pensais. Un des points intéressants, c'est en fait, ça et ça, c'est le même jeu. Sauf que là, enfin, non, ça c'est une autre version, mais à la base, j'ai utilisé ça pour comparer deux situations de jeu dont les règles intrinsèques sont les mêmes, mais l'une sur ordinateur et l'autre en espace physique. En fait, c'était pour faire la base de ma tête, parce que je me disais, si les règles sont les mêmes, les émotions vont être les mêmes, et les émotions sont une tendance à l'action, donc dans la masse, on va retrouver les mêmes comportements. Le problème, c'est que les règles sont les mêmes, mais les comportements ne sont pas les mêmes. Ce qui ne va pas du tout dans le sens de mon hypothèse initiale, mais c'est pas grave, c'est intéressant quand même. En fait, on était dans un jeu où le joueur pouvait toucher des lumières dans un espace. Ils étaient tous les deux tenus par un lien. Et en général, assez rapidement, on pouvait penser qu'ils allaient comprendre que le lien les empêchait d'aller toucher les lumières qui leur apportent beaucoup de points. Et on leur disait que s'ils lâchaient la corde, le joueur qui gardait la corde dans la main, à ce moment-là, serait pénalisé. Donc, bref, le but du jeu, c'est de trahir l'autre joueur avant qu'il me trahisse, de le comprendre le plus vite possible. Et dans cette situation, en fait, donc on a réussi à créer ce qu'on voulait dans les jeux sur ordinateur pour les joueurs. Donc on les teste avec des questionnaires auto-administrés, mais qui ont une véritable valeur en psychologie expérimentale. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé ces questionnaires, c'est utilisé depuis 30 ans. Et donc on a réussi à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire une frustration pour un des joueurs, beaucoup plus d'hostilité pour le perdant, sentiment de fierté pour le gagnant. Par contre, dans le jeu en espace physique, on n'a pas du tout eu ça, parce qu'en fait, ils appréhendaient le jeu. Comment ? On n'a pas lâché la corde. Exactement. C'est assez. Je dirais que c'est assez logique, mais c'est en environnement réel avec une personne physique en face, c'est quand même. C'est ça. Mais en fait, dans l'espace, sur l'ordinateur, ils étaient aussi en face, ils pouvaient parler ensemble et ils pouvaient avoir les mêmes interactions, sauf que là, alors il y a des choses dues à l'intimidation, de un jeu en espace physique. Les joueurs agissaient comme s'ils étaient dans un puzzle game où le but c'était de tromper la magie. Ils se disaient, ok, s'ils m'ont donné ces règles, s'il y a tant de lumière, c'est que je vais pouvoir les toucher, il faut que je trouve la solution. Et donc on les voyait galérer. Des fois, on a même vu une équipe qui lançait la corde en même temps. C'était pas un comportement que j'avais prévu par la machine, donc
ça a planté d'expérience. Mais c'était pas du tout les mêmes attitudes. Les joueurs dans le jeu sur un ordinateur entraient directement en compétition, et dans l'autre, non. Donc ça nous montre que les espaces de jeu et les règles, parce qu'ils avaient la même fiche de règles, exactement, je leur disais bien, juste un truc avec les règles, sont pas forcément le point le plus important quand on joue. Le joueur se crée ses propres règles en fonction de l'interface qu'on lui propose. Est-ce que les gens qui jouent sur ordinateur, si tu les connaissais, est-ce qu'ils avaient déjà joué des jeux sur ordinateur avant? Ou est-ce qu'il y en avait certains qui... Il y en a qui, maintenant, trouver des gens qui n'ont pas joué... En coopération. C'était le même type de public, en fait. Donc, sur ce point-là, le seul truc qui fait qu'une étude ne peut pas être vraiment pertinente, c'est que le panel est beaucoup trop faible. On était sur, c'est pas une bêtise, je crois 24 participants pour chaque version. C'est trop peu, quoi. Mais ouais, sinon le public était le même, donc on a testé c'est le même échantillon. Et comment lâcher la corde sur ordinateur? C'était pas de ça que je parlais. Vous tombez, c'était expliqué. Ah, ouais, vous tombez. Ouais. D'accord. Mais du coup, on est dans les règles, il s'était dit qu'on pouvait lâcher la corde. Oui, mais dans l'autre aussi, de toute façon, ils avaient les mêmes règles et c'était expliqué que on avait En fait, je ne leur disais pas que c'était pour cette expérience, dans ce cadre-là. Je leur disais que c'était pour le calibrage d'un jeu. Et on leur disait, oui, sur les règles, il y a le même jeu qu'on avait fait sur ordinateur pour aider à calibrer. Et dans l'autre cas, ils disaient, oui, on est en train de travailler sur un jeu en espace physique. Qu'ils avaient vraiment les mêmes choses. Oui. Qualitativement, il n'y a aucune différence entre le fait de gagner avec une lumière et 50. Qu'est-ce qui motive les joueurs à ne pas arrêter directement au bout de moment d'acheter la première lumière? En fait, je vais expliquer, parce que je vais faire rapidement. Le but était de remplir une jauge en touchant des lumières. Les jaunes apportaient 1 point ou 2, les verts 5 et les rouges 200, et il fallait atteindre 200. Je vais changer de page. Plus concernant le jeu, est-ce que vous avez déjà trouvé, est-ce que vous avez, à part c'était une gravitation de James Noir, sinon, à part ça, est-ce que vous avez trouvé des exemples de jeux justement qui ont satisfait vos attentes au niveau des émotions Il y a quelqu'un sur YouTube qui demande pour Journey, si par exemple c'est un exemple qui vous a. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez pas? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Désolé, j'étais un peu. Non, je vais d'abord simplement. En fait, pareil, ça ne se pose pas comme ça. Dans les jeux qui se vendent en disant on va apporter l'émotion, ça va être génial, je n'ai pas été vraiment satisfait. Par contre, oui, j'ai été très triste dans des situations de jeu très très connes, en fait, de perdre, dans une vieille présentation que je faisais, je comparais la tristesse de perdre un personnage, de perdre, comment il s'appelle, Jason dans Heavy Rain, à la tristesse de perdre Leonardo dans Tortue Ninja sur NES, qui est beaucoup plus grande, parce qu'on sait qu'on va perdre le jeu une fois qu'on a perdu ce personnage, si on a perdu. Et donc, il y a des choses qui répondent à mes attentes, mais pas qui ont été faites dans Capcom, quand ils ont fait Tortue Ninja, je crois que c'est Capcom, ils ne se sont pas dit, ouais, là, on va faire pleurer le joueur, ça va être vraiment le meilleur moment de sa vie. Et dans Mass Effect, par exemple, certains choix sont très définitifs. Je n'ai pas fait Mass Effect. D'accord. Je ne peux pas. J'ai pas fait non plus, mais on m'a dit que c'était des choix très importants, justement, qui savaient ce qui se passe. Il y a des personnages qui pouvaient disparaître et c'était vraiment catastrophique. Mais encore une fois, est-ce que c'est catastrophique en termes dramatiques? Est-ce que c'est catastrophique en termes de jeu? On les aura plus jamais, en fait. C'est-à-dire que c'est. Dans Final Fantasy VII, je parle des vieux, on dit moche. Je vais répondre à la journée juste après. Perdre
nous rend tristes d'une manière dramatique, enfin, en termes de dramaturgie, mais moi, je suis un joueur bourrin de RPG, donc je préférais des personnages comme Barret et ce genre de trucs, et qu'elles disparaissent, j'étais triste, mais j'étais quand même content parce que j'allais pouvoir enfin avoir une équipe de qualité. Donc Mass Effect, je ne sais pas, mais il faut se poser la question. Parce que le problème, c'est que les designers de jeux ne peuvent pas créer une situation de jeu. Enfin, peuvent pas. Le but du jeu, c'est qu'ils se vendent, malheureusement. Ils ne peuvent pas créer une situation de jeu qui va devenir extrêmement difficile pour le joueur, parce que ça va l'énerver. On ne peut pas le laisser jouer un truc qui va le mener à perdre. Donc, bien à toi, Jean-Louis. Oui. Je veux juste rebondir sur un truc par rapport à mon journée. Juste par rapport à ce que vous avez dit. Vas-y. Non, je sais pas. Non, vas-y. Parce qu'en fait, c'était juste par rapport à ce que tu racontais sur la tortue légale, le père Ryan. Et je me disais, effectivement, ici, je n'ai rien à faire et que même que ce soit Gravitation ou d'autres exemples qui reviennent, on a des relations avec ces personnages-là qui sont très rationalisées parce que ils veulent faire une lien entre guillemets, enfin, simuler quelque chose, on l'a simplifié au point que ça devient stéréotypique ou alors même c'est juste une ressource. Ouais. Et donc, est-ce que l'empathie avec les personnages dans le jeu vidéo, c'est pas une illusion qu'on n'atteindra probablement jamais? Je sais pas. Parce que moi, je me pose la question. Alors, c'est un gros rebond. Hein. Je préférerais répondre à ça. Je reviens. C'est un peu de question ouverte. Non, c'est intéressant, mais c'est gros, quoi. Donc, Johnny, j'ai bien aimé, mais c'est pas une critique très intéressante, ça, de dire qu'on a bien aimé. Est-ce que ça crée quelque chose? Ça crée toujours pas l'empathie, ça crée toujours pas. Ça crée un peu une certaine sympathie parce qu'on n'a pas d'interaction négative avec les autres personnages. Déjà, on se sépare en général quand on joue, enfin, quand on ne s'est pas renseigné sur le jeu, que c'est des vrais humains. Je dirais, c'est bizarre ce truc, il m'aide, sympa. Donc ça crée vraiment une bonne relation. Ensuite, on se dit que c'est toujours le même parce que si on ne regarde pas en détail, c'est le même sprite, seulement les chartes qui changent. Ça, on ne comprend pas tout de suite au début du jeu. Donc, je pense que c'est une bonne démarche pour créer un lien, mais moi, ce n'est pas dans mon cadre parce que c'est une démarche trichée sur mon cadre parce que c'est un jeu multijoueur. Et dans les MMO, on crée des liens, on crée de la rancœur entre certaines personnes, certains personnages qui ont pris un objet avant nous. On ne crée pas par la situation de jeu, on crée par les relations sociales, donc c'est autre chose. Et dans le journée, c'est des relations sociales qui sont cachées parce qu'on fait croire parce qu'on nuit à la communication on empêche la communication entre les joueurs et donc moi le joueur est un peu dans le flou. Est-ce que c'est ça? Alors c'est du virtuel, mais Journey c'est un jeu, est-ce qu'il y a des objectifs, un challenge ou pas? C'est ça la question. Oui, c'est pas clairement affiché comme tu dois. Si le challenge est clair en fait. Dès le début, tu vois la montagne, tu dois aller à la montagne. Ensuite, c'est pas un jeu à forte à gameplay étoffé, je dirais, comme un Uncharted. Tu as 15 000 possibilités d'action, souvent pas tellement développées, mais tu peux faire plein de trucs. Là, il est très simple. On va se déplacer, on va pouvoir sauter de plus en plus haut. Donc, on va se demander des interactions très condensées. Donc, la question qui était est-ce que c'est pas illusoire? Moi, je suis complètement négatif dans la vie, donc je pense que oui. Mais il y a quand même des pistes qui pourraient améliorer la communication entre le jeu et le joueur, mais dans le sens le jeu qui réfléchit
comment est le joueur. Maintenant, je pense que la complexité va rendre ce lien complètement utopique, oui, mais... C'est dans l'invitation, c'est vrai que c'est cool, mais en même temps, c'est vraiment juste dans Gravitation, de toute façon, on n'est pas dans la création d'un lien, d'une relation avec ce personnage. On utilise ce personnage, sauf que ce qui est bien, c'est que le personnage n'est pas vu négativement, ce qui est déjà pas mal pour un jeu qui essaye de créer une sympathie pour un personnage. Il y a quelqu'un d'autre qui pose une question. Il me demande, c'est Jean-Nicolas, pouvez-vous demander si la tristesse engendrée par un élément de gameplay peut se manifester biologiquement comme une tristesse narrative? Je ne sais pas ce que c'est. Ce qui veut dire, il ne va pas pouvoir me répondre, mais c'est est-ce que les hommes, je ne pourrais pas répondre à ça, parce que mes recherches ne posent pas dans ce cadre-là. La question, comme je l'entends, c'est est-ce que les impacts physiologiques existent par la tristesse ou n'importe quoi proposé par le gameplay autant que par la dramaturgie. À mon avis, plus. Je n'ai pas précisé sa question. L'idée, c'est de savoir s'il s'agit du même type de tristesse, voir si sous ces termes sémantiques, on ne cache pas différentes émotions, frustration, solitude, angoisse. Bon, de toute façon, ma première réponse était je ne peux pas y répondre parce que pour ce genre d'études, il faut faire, il y a des labos, non, ils ne le font pas pour ça, mais il faudrait faire des études IRM, ce genre de choses, qui coûtent beaucoup d'argent, qui sont très longues et qui m'intéressent. Si ça m'intéresse d'avoir leurs résultats, mais ça ne m'intéresse pas de les faire. Il y a des labos qui travaillent un peu là-dedans. Je ne sais pas s'ils le font sur le jeu, je me renseignerai quand ça va être développé. Je sais qu'on fait ce genre de choses dans le privé, par contre, pour voir un petit peu la tension, enfin le taux de stress des joueurs de FPS pour un petit peu modifier le level design. Je ne sais pas si c'était Activision, je ne sais plus qui faisait ça, mais en tout cas ils essayent des choses dans ce sens-là. Et est-ce qu'on ne met pas, il y a une autre question là-dedans, donc est-ce qu'on ne met pas un même mot sur deux choses différentes? En fait, quand je le présente là, oui, parce que je fais quelque chose de quand même global, quoi. Ensuite, il y a vraiment, particulièrement en anglais, un nombre vraiment important de mots pour décrire les émotions. Et quand on fait les situations expérimentales, c'est bien de respecter les mêmes choses. En général, on teste les mêmes choses. Sauf que moi, je ne suis pas dans une démarche de moi, je peux doublement pas répondre. Je ne suis pas dans une démarche d'essayer de comparer l'émotion quand elle est créée par la narration, au sens large, avec l'émotion qui est créée par le système de jeu, qui peut être vu aussi d'ailleurs comme une narration. Je ne suis pas dans cette démarche-là, je suis dans la démarche d'essayer de faire le maximum par le gameplay pour pas qu'on arrive dans des jeux où on soit dans l'ambiguïté émotionnelle, qui n'est pas quelque chose à éviter, mais qui est quelque chose à éviter quand on veut créer l'émotion. Ce que tu dis dans l'air, tu disais que, par exemple, quand tu prends Nico, certains amis, tu as des personnages de PNJ qui peuvent venir dérouler parce que le joueur, c'est le but du jeu. Donc, finalement, c'est peut-être d'avoir un but du jeu qui est une opposition en tant qu'émotion que tu peux avoir. Mais là où Journey, il est bien dans le sens où il est efficace et qui crée une interface finalement juste entre les gens. C'est surtout ça l'intérêt. Mais il y a un autre jeu, je ne sais pas si vous avez vu de Luxuria Super bien, qui est un jeu de Tale of Tale, c'est des Belges. Okay. Où grosso modo, tu as ton système de jeu qui est une espèce de fleur que tu dois faire épanouir, machin, tu as un contexte, un sous-texte très érotique là-dedans. Et ce qui est assez intelligent de ce point de vue-là, c'est que l'objectif du joueur rentre en conflit avec l'objectif du système. Il y a une empathie pour le système qui peut se mettre en place.
Parce que tu peux continuer, par exemple, à faire jouir la fleur, si on veut, en continuant à collectionner, à faire les bonnes actions qui vont te rapporter les bons points, etc. Mais en face, ton système va te répondre en te disant c'est bon, lâche-moi maintenant et arrête. Donc c'est au joueur que revient la décision finalement d'arrêter, de répondre aux envies du système. Est-ce qu'il y a un impact sur quelque chose s'il n'arrête pas? Il y a un impact, je ne sais plus. C'est vrai que j'essaye, c'est un jeu sur iPhone, c'est ça, non? Sur tablette, et sur ordi aussi. Et Ah il y a oui? plus de sens sur tablette parce qu'il y a une petite touche, tu dans notre côté un peu charnel. Mais donc dans ce que tu dis, c'est ce qui me saute un peu aux yeux, c'est ça, c'est que le jeu, les règles du jeu, au final, paradoxalement, quand on a un but du jeu, on se met en mode calcul, risque, calculé et compagnie, et finalement, tout ce qui est de la forme, soit on y est sensible ou pas, mais on va réfléchir qu'en termes d'objets à finir, ce ne serait pas finalement un objet à ne pas finir qui pourrait rentrer dans un jeu qui provoquerait l'émotion par ces mécanismes. Je ne suis pas sûr de comprendre. Est-ce que tu peux préciser? Oui, j'ai pas qu'il n'y ait pas d'objectif. L'objectif d'un jeu est de terminer et de donner du coup toutes les possibilités. Effectivement, Aéris, c'est un boulet, va aller là. Ouais. Du coup, je peux y aller. Ensuite, ouais, ça dépend de quelle émotion, ça dépend de quoi on parle, bien sûr. C'est un peu comme le jeu avec l'île, là, comment ça s'appelle l'île. C'est une espèce d'île en. Comment ça s'appelle? Non, personne peut m'aider. Non, c'est juste. Comment Proteus, ouais, merci. Ah, Proteus, c'est un peu ça, il n'y a pas de. Enfin, tu peux rien faire. Si, c'est une Sony. Ouais, désolé. Mais c'est pas un. Ah si. Enfin, le mec a considéré que c'était un jeu quand même. Non, c'est vrai qu'il y a quelques objectifs. Mais moi, pour moi, enfin, ça a marché que, je pense vraiment pour une personne sur deux, mais moi, je vois vraiment que ça a déclenché. C'était vraiment fort ce que je voulais faire. Bah, explique, parce que moi, en fait, j'ai balancé le truc. En fait, Proteus, mais pour moi, c'est partie d'une chose que j'ai remarqué récemment dans un jeu. Mais en gros, c'est quelque chose avec des graphismes extrêmement simples, simplistes, voilà, en 3D. On se balade sur une île et il y a des événements parfois très rarement, voilà, il y a des petits arbres, des petits animaux, etc. Et quand la nuit tombe, parfois on voit certaines choses, qu'on s'approche, on change, je ne sais pas bien pourquoi, on change de saison. Et en fait, moi, chez moi, je trouvais que c'était vraiment des émotions, c'était plus de la contemplation, mais je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient magnifiques, ou il y avait certaines choses qui partaient, j'étais un peu déçu un peu. Mais je pense que c'est par rapport au système un peu simpliste au niveau graphique, et qui fait que n'importe quoi qui sort un peu de l'ordinaire, elle a un peu. Voilà. Mais c'est vrai que ça. C'est pas à cause du système de jeu que les émotions étaient plus graphiquement. Mais il y a deux trucs auxquels je ne répondrai pas là-dedans. Enfin, on avait la même idée en jouant à Minecraft. On devait voir le soleil se coucher, ou juste regarder les vallées. Mais ouais, il y a quelque chose à laquelle je ne répondrai pas là, c'est qu'est-ce qu'un jeu, partir. Ouais, non, j'aime bien la démarche de Manuel Bouteille, non, Mathieu Triclot peut-être, un chercheur qui, pour ne pas aller là-dedans, a dit qu'elle a répondu à qu'est-ce qu'un jeu, c'est pas un système de vie et tout ça, ouais, c'est intéressant. Il a dit un jeu, c'est quelque chose c'est n'importe quoi à partir du moment où quelqu'un entre dedans en jeu. C'est-à-dire que c'est l'activité de jeu qui fait que la chose est un jeu. Je trouve que ça déplace le problème. Ça solutionne beaucoup de controverses dans les game studies. Comment? Qu'est-ce que je veux? Non, mais quand je disais, en fait, c'est pas ça qui a déclenché les émotions. En tout cas, dans le journée, si j'ai bien compris, c'est pas un peu le système de jeu. C'est-à-dire que ça aurait pu être
si dans Journey mais là, dans mon projet, ça aurait pu être. Enfin, si j'ai vu des gens y jouer, ça m'a fait totalement faire. Ça m'a absolument changé. En même temps, ces questions-là, elles ont eu non, bon, du coup, ça ne veut plus rien avoir avec Proteus, mais c'était plus pour, il y a 3 heures, Tale of Two Sons, même si le jeu en lui-même n'est pas super. Je jouais trop peu pour juger. Le vrai intérêt du jeu, c'est juste la fin. En fait. Donc, je pense qu'il est à faire quand même en un coup. Parce qu'en gros, à la fin, je spoil ou pas? C'est la grosse question. En fait, on est 2 personnages humains, ce qui fait qu'on perd complètement toute la moitié de la manette dans le jeu. Et en fait, on sent la perte du personnage par le fait qu'on s'est habitué depuis 3 heures à jouer avec l'autre personnage. En fait. Ah, ça, c'est intéressant. Et je vois ça merci, tu m'as gâché le jeu. Ouais, bah ouais. J'ai demandé. J'avais un temps de rétractation. Ça veut déjà que c'est. Je savais pas qu'il y avait des enfants mouraient dans les Mais ouais, c'est intéressant, mais bon, voilà, c'est un jeu indépendant. Il faut prendre ce parti pris déjà du gameplay, enfin, de la maniabilité vraiment très particulière. Oui, en plus, on fait l'empathie entre ces deux. Parce qu'en fait, on joue dans un personnage avec chacun. Oui. Pour en revenir justement par rapport au fait de la perte, on va dire, d'un personnage dans un RPG, Aeris a été considéré comme pas mal de gens comme un trouvé, tout du moins avec indifférence, c'est-à-dire, ok, c'est cool. Dans un autre jeu, et j'en ai parlé avec pas mal de gens qui ont joué, Child of Light, à un moment donné, on perd un des personnages qui était considéré, comme beaucoup de gens, enfin, moi aussi, comme étant la plus forte du jeu. Et en fait, on la perd définitivement. Et d'ailleurs, en fait, elle nous trahit. En fait. En termes narratifs, elle nous trahit. Et en termes de jeu, on la perd définitivement. Donc, est-ce que justement, c'est pas une sorte de bon compromis entre une perte, une émotion cognitive, j'ai perdu le personnage du jeu, et une émotion narrative, je me suis fait trahir par quelqu'un qui avait. J'ai pas fait ce jeu, je ne sais pas. A priori, raconté comme ça, oui, ça peut l'être. Ça dépend, je ne sais pas quelles sont les variables autour de ce jeu. Est-ce que les personnages ont été évolués? Parce que je dis que beaucoup de gens disent que. Ok. Beaucoup de gens disent que Aeris c'est un boulet. Si on la développe en termes de défensif, voilà, elle a un aspect vraiment intéressant. C'est pour ça que j'ai précisé que moi, je parle d'exemples que je connais, j'ai précisé que moi je joue comme un bourrin, et donc j'aimais bien son histoire, et la petite histoire d'amour à la con, mais je n'aimais pas son système de jeu. Et pour Child of Light, ça, ouais, je sais pas, mais ça peut aller dans le bon sens, ce personnage, oui. Et aide à la résolution du jeu. Mais si on ne l'a pas développé, peut-être que est-ce qu'on est obligé de la prendre dans son équipe si on ne la développe pas? Il y a obligatoirement, parce qu'elle devient se gâcher, mais par contre, effectivement, les personnages se développent automatiquement. En fait, l'expérience est partagée entre tous les personnages. Après, on n'est pas obligé de la jouer, mais elle se développe automatiquement. Du coup, ce que j'entends beaucoup depuis le début, c'est que tu dis que de manière générale, pour induire cette empathie, il faut que ça touche au gameplay de manière générale et d'enlever en fait. Compassion. Compassion, pas empathie. Tu parles beaucoup d'enlever du coup un morceau de gameplay, mais est-ce qu'on ne peut pas plus faire ça dans le sens inverse, c'est-à-dire en ayant un manque dans toute partie du jeu et en comblant? Parce que là, au niveau des exemples qui sont donnés, c'est principalement ça. Je ne dis pas en supprimant une partie du gameplay, je dis en supprimant un élément important. Je dis même pas, je dis en ayant une influence considérable sur les variables de jeu. Si tu meurs dans un jeu, si tu veux que ce soit dur, tu supprimes la sauvegarde. Si tu te casses une jambe, bah, tu fais que, je sais pas, enfin, j'en sais rien, si tu te casses un bras, tu fais que
ces points d'appel vont être diminués de moitié. Il y a des jeux qui font ça, par exemple, je pense à Adolescence, il y a du nom. Quand tu prenais un coup, selon le nombre où tu prenais le coup, ça diminuait tes capacités. C'était dans le mode réaliste que ça avait un impact vraiment énorme. J'ai joué qu'à ce mode-là, donc j'avoue que. Pareil dans Fallout, il y avait une. Mais est-ce que c'était réparable? Oui. Pas cool. Ça pouvait être très très ennuyeux. Oui, parce que tu pouvais tout sauter. Ouais. Un truc, enfin, je sais pas si c'est en lien, mais dans Rainbow Six, le shield, quand tu prenais les premières balles, tu boitais et tu faisais du bruit. Et tu terminais la partie comme ça, en fait, il n'y avait pas de médecine, tout ça. Et après, j'ai sorti, je crois, c'était Vegas, il me semble, ou je sais plus, un truc sur console, et j'étais dégoûté quand il boitait, quoi. Pour moi, c'était un des trucs trop bien dans le jeu. Ça, tu vois, c'est un parti pris intéressant, mais il faut l'assumer parce que quand on design des jeux, même on le sait quand on est dans l'industrie, on ne fait pas des situations de jeu où c'est perdu d'avance pour le joueur. On ne laisse pas dans une situation où c'est perdu. Moi, je trouve ça intéressant, mais, parce que j'aime souffrir. Mais et encore, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant avec un deuxième regard, quoi, parce que quand je suis en train de jouer, ça m'énerve. Mais ouais. Ah, c'est vrai que on dit ça souvent là en tant que développeur, mais c'est vrai qu'en tant que joueur, il y a des choses qui peuvent être vraiment frustrantes. C'est pour ça que du coup, je disais que c'est peut-être plus intéressant de partir dans le sens inverse, c'est plutôt créer un manque dans le joueur et d'essayer de le combler au fur et à mesure du jeu. Mais les deux peuvent fonctionner, oui. Parce que l'aspect positif, ça dépend ce que tu veux. Ça dépend ce que tu veux. Parce que très honnêtement, moi, le fait de perdre au niveau des capacités de jeu ou que ce soit, enfin, je veux dire, justement, je prenais l'exemple de Deus Ex 1 où quand tu perds bien, enfin, tu perds beaucoup dans un membre en particulier, tu le perdais. Je me suis déjà retrouvé à devoir finir un niveau en rampant, parce que le personnage ne peut plus sauter si ses deux jambes sont cassées. Et ce qui peut paraître, enfin, quelque chose qui du coup donne une vraie influence à quand ton perso prend une balle, t'es vraiment impliqué, mais en même temps, ce qui est vrai d'un point de vue implication du joueur dans son avatar, il est vachement moins d'un point de vue consentement au niveau du jeu. Parce que quand le personnage se retrouve du coup, alors que c'est un personnage plutôt balèze, à se retrouver bloqué dans une marche qui ne fait plus que ramper, parce qu'il a perdu ses deux jambes, enfin, tout de suite, il y a un niveau où la frustration que le jeu engendre peut du coup dépasser le côté intéressant. Et du coup, est-ce que là, ce que tu dis, c'est même une distanciation parce que la situation est vide, non? Oui, ouais, un petit peu. Et ça sort du cadre du jeu, alors que pourtant, on pourrait se dire que ça nous aiderait à y rentrer. Ce qui est vrai dans un premier temps, mais qui, dans un deuxième temps, peut carrément nous expulser de l'expérience de jeu et nous faire perdre un grand intérêt dedans. Donc, c'est pour ça que je disais, parce qu'on parlait beaucoup justement du fait d'enlever quelque chose aux joueurs, que ce soit d'un point de vue stats ou autre. L'intérêt, c'est plus de regarder en sens inverse. Dans Gravitation, c'est rajouter, enfin, ça rajoute ça développe, ça rajoute pas, mais ça développe la feature de saut. Et puis tu sautes vraiment mal, et ça développe aussi la vue. Tu as un écran réduit, et quand tu joues avec la petite fille, tu vas pouvoir voir plus loin, c'est plus haut. Ça va dans ce sens. C'est une des meilleures expériences. Comment? C'est une des meilleures expériences dans le genre que tu as eu. Non, parce que c'est très court, mais je trouve que l'exemple est bien parce qu'il est justement court et facile à. Enfin, il met bien en avant le truc. Celui qui donne en termes d'expérience, j'ai pas pleuré quand la fille est disparue. Je me suis dit, ah merde, comment je fais pour jouer? Mais peut-être une dernière, parce que. Ouais. Est-ce que dans Shadow of the Colossus, il n'y a pas justement une utilisation intéressante du flow, dans le sens où donc le but et le fait de tuer des colosses un à un, ou en tout cas m'a amené, je n'étais pas le seul d'ailleurs, à avoir une espèce de sentiment de culpabilité en fait, tout au long du jeu. Alors, je vais essayer de ne pas spoiler. J'ai déjà donné un petit spoil. Mais... De toute façon, c'est annoncé dès le début du jeu. Non, mais le sentiment de culpabilité, c'est spoil entre guillemets. Bah, le sentiment de culpabilité, il se développe, ouais. Le fait que, bon bref, ce qui se passe à la fin, c'est pas annoncé dès le début, mais quand même. Donc on l'a compris. Non. Je parle de ça. Mais la fonction de tuer les colosses, si. Oui, mais
Du coup, est-ce que je peux... Du coup, le fait qu'on soit trompé par l'entité qui est censée nous aider à ressusciter la princesse et qui s'incarne dans notre corps et qui nous transforme en monstre. Il l'a ressuscité, mais il la bloque. Je sais, j'ai déjà oublié ta question. Du coup, ma fatigue. C'était quoi? Est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'il n'y a pas une utilisation justement habile de ce flow, quoi, de nous pousser à commettre des actions qui ne sont pas si bénéfiques, quoi. Je ne sais pas si c'est le flow, je ne sais pas si c'est vraiment un jeu. Enfin, les jeux de Ueda sont vraiment bizarres parce que ils ne sont pas amusants, quoi. Il y a quand même plus d'amusement, moi je trouve. Rejoue à Ico maintenant, il est quand même assez. Ouais. Non, mais c'est des jeux intéressants. J'étais d'accord avec ce que tu disais sur Ico, je suis complètement nunuche à Fiorda et ça marche de manière dramaturgique. C'est vrai que les mécaniques. Donc, je ne pense pas que ce soit le flow, parce que, comme je t'ai dit, dès le début, tu sens que c'est pas bien ce que tu fais. Enfin, tu sens que c'est le but du jeu, mais que c'est quand même bizarre. D'un point de vue ludique, il n'y a aucun des avantages à ne pas tuer un colosse. Non. Lui, c'est de te tuer. Non. Non, ils n'essaient pas forcément de tuer. Il y en a qui sont agressifs et d'autres justement qui ne sont pas agressifs. Mais il n'y a aucun impact sur le jeu. Donc on est dans de la narration pure, je crois. Mais non, je commence à plus avoir l'esprit assez clair pour raisonner, je suis désolé. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Bon. Peut-être arrêter là pour les questions. On fait le live. Merci.